Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler d'un jeu où on va se taper dessus, un jeu à la sauce Street Fighter et autres King of Fighter et autres jeux de combat que vous avez pu connaître dans le temps. J'ai nommé Battlecon Devastation of Endiness. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça a été un Kickstarter qui est sorti en 2013, qui a fort bien marché puisque la boîte elle s'est dénombré en plusieurs boîtes d'extensions, d'autres éditions, etc. Puis un reprint de la première version, alors là il s'agit de la deuxième version, donc avec des univers à part, avec des personnages à part, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, donc il y a un mode solo à l'intérieur, je vous expliquerai tout ça à la fin, mais brièvement, puisqu'il y a pléthore de matériel et pléthore de modes de jeu avec uniquement cette boîte de base, donc ça vaut 80 €, c'est pour des parties allant de 30 minutes jusqu'à 1 heure, grosso modo, allez, 1 heure et demie, si on fait le maximum du maximum, et ça vous met dans la peau, en fait, deux héros qui vont se battre comme dans un jeu vidéo à la Street Fighter, King of Fighter et autres séries de jeux de combat sur arcade, où le gagnant sera celui qui a pu gagner en fait 2 rondes d'affilée durant le combat. Un combat dure entre guillemets 15 tours. Pendant les 15 tours, celui qui a le moins de points de vie, il perd son ronde. Celui qui a le plus de points de vie, il perd son ronde. Donc celui qui a gagné en fait 2 fois le round gagne la partie entière. Voilà, mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il y a dans une boîte de Battlecon. Petit tour rapide du propriétaire, que va-t-on trouver dans une boîte de Battlecon? Et puis principalement des cartes ainsi qu'un plateau de jeu où on va évoluer en fait nos personnages. On a pléthore de cartes, donc voilà, on va avoir plein de tokens ici. J'ai pas tout mis parce que voilà, il y a énormément de choses à mettre si on veut vraiment tout montrer, mais ne vous inquiétez pas, il y en a pour votre argent. Nous allons avoir différents fighters, donc qui sont ici, répertoriés sous plusieurs niveaux, qui sont là. Donc on a le niveau 1 qui est le niveau novice, le beginner, intermediate, advanced et le master. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque catégorie, si on le voit ici, on va avoir en fait, par exemple ici, 6 personnages avec 6 decks différents. Ici, nous allons avoir 6 autres personnages avec 6 autres decks différents, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnages sont assez simples à jouer. Là, ils vont commencer à demander un peu de niveau. Là, ça va être un peu plus de rodage de jeu, là ça va être un peu plus difficile, et là ça va être carrément si vous êtes vraiment adepte et néophyte du jeu et vous connaissez le jeu par cœur. Il y a différentes habilités et un profil en fait qui se situe ici ou alors ici est totalement différent en termes de gameplay, c'est-à-dire qu'il va demander plus de temporisation, vous allez devoir réfléchir beaucoup plus à placer ses coups qui font très mal, etc. Donc je trouve ça assez sympa d'avoir plusieurs niveaux et surtout plusieurs personnages, puisque là si on en compte, 6 x 5, vous faites la totalité et vous allez avoir en fait le nombre de héros dans une boîte de base. Nous allons aussi avoir différents tokens, diagrammes, etc. Alors les tokens vont représenter les capacités de nos personnages. Par exemple, lui, Eligor commence avec 2 Vengeance tokens qui lui donnent d'une stun guard, et elle, chaque tour ici, commence avec 3 Malice tokens qui lui donnent en fait une priorité supplémentaire quand on défausse ces tokens. On a ensuite nos 2 personnages qui se positionnent directement sur les petits points ici du plateau, donc on les positionne directement. Nous allons donner à chaque personnage aussi un petit diagramme ici jaune qui représente le nombre de points de vie, donc chaque personnage commence avec 20 points de vie, et au centre de la table ou à côté où vous voulez, vous posez en fait ce petit diagramme gris qui représente le nombre de tours. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 15 tours pour mettre KO votre adversaire. Si au bout des 15 tours vous n'avez pas mis KO l'un des protagonistes, donc votre adversaire entre guillemets, eh bien c'est celui qui a le moins de points de vie qui perd ce ronde. On recommence ensuite un autre ronde avec 15 tours, et celui qui a gagné 2 rondes est déclaré le grand vainqueur à Battlecon. Donc voilà grosso modo ce qu'il y a dans une boîte. Comme je vous l'ai dit, je vous ai pas montré ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a pléthore de tokens, de plein de choses, etc., qui représentent en fait l'ensemble des personnages que vous allez avoir dans Battlecon, à savoir voilà une bonne quarantaine. Quand on commence à prendre son personnage, donc là on va faire une mise en place pour que vous voyez vraiment en détail comment ça marche, puisqu'il est assez difficile de vous expliquer Battlecon sans simuler en fait
un round de jeu, et je pense que c'est le plus simple. Moi en tout cas quand je l'explique, je fais ça, et vous allez voir que c'est hyper simple et facile d'accès. Donc quand on commence, on choisit son personnage. Moi j'ai pris ici Eligor. Eligor, lui, il a son deck prédestiné comme tous les autres personnages. J'y reviendrai plus en détail sur les cartes, ne vous inquiétez pas. Donc on prend son deck, et ensuite on va prendre 6 cartes génériques, à savoir une carte drive, une carte burst, une carte shot, une carte grasp, une carte dash et une carte strike. Ces 6 cartes ont un dos bleu. Vous allez voir, ça va avoir son importance par la suite. Si on prend ensuite, hop, là, c'est la compétence d'Eligor, donc on va la mettre là-dessus, puisqu'il y a une compétence particulière. Ensuite, on récupère une carte de limite. La carte de limite, c'est le super coup de la mort qu'il va pouvoir faire quand il va atteindre 7 points de vie ou moins. Donc c'est un peu la finish limite, le coup de grâce, voilà, l'élan, le second souffle qu'il va pouvoir faire durant son tour. Donc ça, secrètement, vous choisissez soit le côté recto ou verso. Votre personnage, enfin votre adversaire plutôt, ne sait pas quel coup vous allez choisir sur la finish limite. Donc vous choisissez ça secrètement et vous la posez ensuite sur la table. Vous donnez ensuite une carte de référence qui symbolise votre personnage à votre adversaire. Ça va lui permettre de savoir comment vous allez agir, quels sont les potentiels dégâts que vous allez pouvoir faire, et ça répertoire surtout les cartes que vous allez avoir dans votre deck. Donc ça, on donne aux joueurs qui jouent chaque tour. Donc pareil, hein, chaque tour va nous donner aussi une carte de son côté. Et nous allons ensuite avoir le petit deck d'Alistor, c'est ça, hein, il s'appelle Alistor si je ne dis pas de bêtises, avec une carte spéciale qui est une Special Action. Normalement, dans le jeu, il vous préconise de faire vos premières parties sans la Special Action. Mais moi, je recommande vivement, mais très vivement, de jouer avec la carte Special Action. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de faire des finishes, des cancels, des pulses, et ça a un intérêt vraiment très important sur la partie, et c'est vraiment très simple en termes de règles. Donc il y a 3 trucs qui s'ajoutent, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer bien ça en détail. Et si on regarde un peu les cartes en fait, à part celle-ci qui est une carte spéciale d'Aligor, pardon, ou d'Elistor, je sais plus comment il s'appelle lui, Eligor, voilà. Eligor le Palador. Alors c'était vraiment naze, mais bon c'est pas grave. Donc lui, voilà, ils ont tous une carte en fait bleutée qui peuvent être assimilées aux autres cartes bleues génériques que je vous ai montrées, mais on a surtout des cartes rouges. Durant notre tour en fait, on va jouer une carte rouge et une carte bleue. Et quand on va jouer une carte rouge ou une carte bleue, nous allons voir que ça va faire en fait une paire. Une paire c'est ça, hop, donc les deux cartes, hop, qui sont comme ça, vont fusionner entre guillemets entre elles, et là vous allez avoir le range qui est la portée, le power qui va être le nombre de blessures que vous allez infliger à votre personnage, et la priorité qui va être la valeur la plus élevée qui va permettre d'activer son personnage avant l'autre. C'est-à-dire que là, si la priorité d'Eligor est de 3 et que finalement chaque tour est de 2, ben c'est d'abord l'attaque d'Eligor ainsi que tous ses effets qui vont passer, et ensuite ça va être chaque tour, lui, qui va jouer sa paire attaque. Donc voilà grosso modo comment on joue. Mais on va se focaliser plus en détail sur une carte. Comme je vous l'ai montré précédemment, là on va se focaliser sur les cartes rouges qui sont uniquement les cartes du deck de notre personnage, et je vais vous montrer ensuite les cartes bleues qui représentent les cartes génériques que vous allez avoir. Donc sur les cartes, nous allons avoir en fait 3 données. Donc nous allons avoir déjà le nom de la carte, c'est un counter. Ici nous allons avoir l'illustration du personnage donc d'Eligor. Ici nous allons avoir le range. Donc le range c'est la portée si l'attaque va pouvoir faire mouche. Donc là c'est plus 0. Ici nous allons avoir le power. Donc c'est les blessures que vous allez infliger, donc les dommages que vous allez infliger à votre personnage adverse. Et là, ça va être la priorité. Donc la priorité, plus elle est élevée, plus vous allez activer votre personnage en premier. Ça a son importance puisque quand vous allez recevoir des blessures, vous allez pouvoir être stun. Être stun, c'est mal dans ce jeu puisque en plus de prendre des blessures, votre personnage, s'il est stun et s'il a rien pour absorber le côté stun, eh bien il va pas pouvoir agir durant ce tour-ci et vous allez juste défausser la paire de cartes que vous allez jouer. On a aussi des compétences particulières, mais là je reviendrai plus en détail sur un tour de jeu qui est les Start of Beat. Donc quand vous commencez en fait un duel, vous faites tous les effets d'abord de révélation, ensuite de Start of Beat, et ensuite vous voyez qui s'active en premier. Donc voilà, si on passe à une autre carte, on voit ici que c'est le range plus 0 et 1, ça veut dire que ça va de 0 à 1. Le power est de 1, la priorité est de 1, etc. Donc là on voit plus 0, plus 0, plus 0, plus 1. Mais vous allez me dire, mais finalement, lui, Eligor, il ne tape jamais, puisque c'est une
une carte de range à 0. Eh bien si, puisque si vous avez suivi à côté, voilà, on va jouer en fait une carte bleue qui va justement renforcer et combiner son attaque. C'est-à-dire que là, son range de 0 devient un range de 1. Son power qui était de 1 devient un power de 4. Et sa priorité qui était de 0 devient une priorité de 4. Donc il y a plein d'effets en fait à comboter, etc. qui vont renforcer votre attaque et vont permettre d'amadouer un peu votre personnage, de le jouer par rapport à ce que vous voulez jouer, etc. Donc voilà, là c'est pour les cartes, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la carte commune qui est propre au personnage, donc Aegis, qui a une capacité vraiment particulière, et puis surtout cette carte-ci, qui est une carte rouge, donc quand vous allez l'allier à une carte Strike, Drive ou unique, vous allez pouvoir faire le finish. Le finish, je le rappelle, il faut avoir 7 points de vie ou moins pour pouvoir faire sa carte finish qu'on a choisie au début de notre tour de placement. Du tout début, en fait, quand vous choisissez votre personnage, vous choisissez sa carte finish, le recto ou le verso, ça va pouvoir d'activer cette carte. Ensuite, quand on active le finish, on défausse cette carte, on la retire en fait pendant ce tour-ci, elle est plus activable, et le finish n'est plus aussi activable. On va pouvoir faire aussi un cancel si on joue une carte à côté de grasp ou de shot. Donc le cancel, lui, permet de révéler ce qu'a joué notre opposant et puis de la mettre dans la discard directement. Donc on cancel en fait son attaque, ce qui va lui permettre de jouer une nouvelle attaque, mais peut-être il n'avait pas prévu de jouer celle-ci. Et on a le pulse. Le pulse ici, c'est l'action défensive ultime. Quand vous jouez un burst ou un dash avec cette action spéciale, vous allez faire un pulse. Vous allez en fait réorganiser tout ce que vous voulez sur le plateau. Vous allez réarranger tout ce que vous voulez aussi sur le plateau. Vous avancez pas le dial du temps, donc le temps reste comme à son tour, et vous allez recommencer une autre activation de bit. Donc ça permet vraiment de temporiser pas mal. À savoir que la carte action, vous la défaussez du jeu uniquement quand vous jouez le finish, mais si vous jouez un cancel ou un puce, vous la remettez vraiment dans votre défausse. Et on va voir ensemble comment marche un tour et comment marche ce système de défausse. Alors avant toute chose, une fois qu'on a récupéré nos 6 cartes bleues ainsi que les cartes rouges qui sont symbolisées par le personnage, donc on va mettre, voilà, Eligor, on va l'enlever, on va commencer à prendre ses jetons tokens. Il commence avec 2 Vengeful tokens qui lui donnent un stun guard de plus 2. On va commencer à mettre 2 paires attaques sur la défausse 1 et sur la défausse 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement quand vous commencez le jeu, vous choisissez en fait une paire d'attaques, donc une carte bleue, une carte rouge, une carte bleue, une carte rouge 2 fois, et vous les mettez ici sur les défausses. Ça veut dire que c'est les cartes que vous n'allez pas pouvoir jouer ce tour-ci, il faudra attendre en fait un tour de jeu pour pouvoir jouer. Donc là, quand vous commencez le jeu, on vous met des petites icônes ici, 2 ainsi que 1. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, vous prenez le 2 et le 1, vous les mettez directement ici, donc le 1, vous le mettez là, le 2, vous le mettez là, vous gardez ça ensuite pour votre main, et vous faites la même chose avec les cartes de votre deck de personnages. Donc il y a un 2, vous mettez sa paire ici, et vous trouvez le 1, vous mettez sa paire ici. Donc voilà, donc dans votre main en fait de départ, vous allez avoir tout ça. Ça va vous permettre de jouer en fait toutes ces cartes, et ces paires attaques vont revenir dans la main une fois que vous allez défausser une attaque. Celle-ci va revenir dans votre main, celle-ci va coulisser, et l'attaque que vous allez jouer va prendre la place de celle-ci. Donc il y a tout un système de coulissement de paire attaque. Donc quand vous allez jouer cette attaque, il faudra attendre 2 tours pour qu'elle revienne dans votre main. Donc il y a tout un système de temporisation que j'aime beaucoup dans le jeu. Donc on va dire qu'ici par exemple, Aligor, lui, va jouer cette carte qui est martiale, qui lui donne 0,1, power 1 et priorité -1. Donc on la met comme ça, et il va choisir par exemple un strike. Donc il met ça comme ça. Ensuite, là on va pas se prendre la tête, celui-ci va jouer ça avec un grasp, voilà, même si on triche un peu, puisque là ça fait partie des 2 et 2, normalement ils doivent défausser, mais c'est pour vraiment vous montrer les exemples de mouvements, d'attaque, etc. Donc on garde ça comme ça. Ensuite, on a la phase de ce qu'on appelle, hop, je vais pousser ça pour que ça soit un peu plus lisible, on a la première phase qui est de faire l'attack phase, donc mettre sa paire de cartes. Ensuite, on arrive à Lent Token. Donc Lent Token, c'est quoi? C'est si on veut défausser des tokens, par exemple,
pour renforcer ces cartes. C'est-à-dire là, si je dépense mes 2 tokens que je reçois, je vais pouvoir avoir durant cet effet un stun guard de 2. Par exemple, je vais pouvoir dire bah voilà, j'utilise 2 tokens. Ensuite on passe au personnage à côté, donc lui s'il ne veut pas par exemple défausser d'autres tokens, il dit non, moi ça me sert à rien. On revient ensuite à notre tour, et ce que je dois défausser, bah là j'en ai plus, finalement je passe mon tour, et là on peut revenir au tour de chaque tour. Lui il peut se dire bah tiens, finalement moi j'ai bien envie de dépenser finalement un token. Ensuite on revient à votre tour, si vous passez et que si ensuite votre adversaire passe, là on finit la phase de end token et on passe à la phase de révélation. Donc quand on va révéler une attaque paire, hop, on va directement faire les effets de révélation s'il y en a. Donc là par exemple on n'a pas d'effet de révélation, ici nous n'avons pas d'effet de révélation, donc il n'y a rien qui se passe. On va ensuite faire des effets de start of beat. Start of beat c'est le début du combat. Donc s'il y a des effets de start of beat, on commence avec celui qui a la priorité la plus haute. Donc là par exemple ça serait chaque tour, puisqu'elle a une priorité de 5 et moi j'ai une priorité de 3 moins 1, ça fait 2. Donc on commence par elle, c'est elle qui va s'activer en premier. On regarde ses effets de start of beat, si elle n'en a pas, on revient ensuite sur ce personnage-ci, mais ce personnage-ci, il n'en a pas. Donc on va passer directement à la phase ensuite d'activation. Donc d'activation c'est quoi? C'est on regarde les caractéristiques de son personnage. Il peut dire par exemple avant d'activer son personnage, on l'avance de 2 cases. Vous êtes dans l'obligation, si une carte vous dit avancez votre personnage de 1 ou 2 cases, vous êtes dans l'obligation de le faire, même si ça vous défavorise. Il fallait jouer en fait sa carte plus consciencieusement, et tant pis pour vous. Mais vous êtes dans l'obligation. Par contre, si une carte vous dit may en anglais, donc vous pouvez le faire, vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Si vous voyez que ça ne sert à rien et que vous allez être dans quelque chose, dans un coup foireux, etc., vous ne le faites pas. Par contre, si vous disent advance 1 ou to square, vous êtes obligé, je le rappelle, de le faire. Donc pour avancer, pour vous montrer l'étape d'avancement, etc., une fois qu'on aura fini avec tout ça, eh bien, c'est très simple. Donc avancer, donc le move de base, c'est avancer soit d'ici, soit d'ici. Alors, il y a 2 notions, là je viens de me tromper parce que je vous dis avancer. Il y a la notion d'avancer, il y a la notion de move. Donc on va commencer par le déplacement. Quand on vous dit déplacement 3, on peut faire 1, 2, 3, on peut faire 1, 2, 3, on peut faire 1, 2, 3. Donc on peut bouger n'importe quel côté quand on fait son étape de mouvement. Ensuite l'étape advance, donc une avancée. Si on vous dit d'avancer, vous êtes obligé d'avancer. Là c'est reculer. Donc quand on vous dit je crois que c'est backyard ou quelque chose comme ça en anglais, de 2, vous êtes obligé de reculer. Si on vous dit de reculer de 2 et que là vous pouvez pas, parce que là c'est uniquement quand vous allez jouer à plus de 2 joueurs, donc vous pouvez pas reculer de 2, vous le faites pas de 1. Vous êtes obligé de faire l'ensemble des choses. Par contre, si on vous dit avancer, enfin reculer de 2 ou de 1, mais vous êtes dans l'obligation de reculer, bah vous reculez au moins d'une case, puisque l'option de reculer d'une case est possible. Donc ça c'est l'option de reculer. Ensuite on a l'option pull. Pull c'est ramener un adversaire vers lui. Si on vous dit par exemple pull de 3 cases l'adversaire, donc vous faites 1, 2, 3, vous le rapprochez de chez vous. Et vous allez avoir la notion de push. Push c'est pousser. Donc si on vous dit de pousser l'adversaire de 3 cases, il est là, vous faites 1, 2 et 3 et vous le poussez de 3 cases. Bien sûr, s'il se trouve ici et qu'il est là, vous ne pouvez pas le pousser, c'est pas possible. Il se peut que durant votre déplacement, par exemple, vous faites 3 et vous passez au-dessus du personnage. Vous pouvez très bien le faire, mais vous comptez pas en fait sa case. Donc si vous avancez 3, vous faites 1, 2 et 3. Vous pouvez très bien faire 1, 2 et 3, donc il n'y a pas de souci, puisqu'il y a des effets de cartes quand vous passez au-dessus d'un personnage, ça vous permet de déclencher certains effets, etc. Mais revenons à notre exemple, où là, voilà, on avait joué le Martial Strike avec Eligor, et avec chaque tour, on avait joué la Combination Grasp. Alors elle a une priorité de 5, elle va commencer en premier. Donc là, on nous dit que par exemple, cette attaque n'attaque pas en fait notre opposant à 3 ou plus. Et cette attaque ignore les soaks si votre priorité est de 7. Donc là, c'est pas le cas, je vais vous expliquer c'est quoi le saut. Donc là, on a elle se déplace pas et elle a un range de 1. Le range de 1, elle peut attaquer ici ou ici. Donc là, malheureusement, elle ne peut pas attaquer. Partons dans l'exemple où elle aurait pu attaquer Eligor qui était ici. Donc elle a une attaque de 1, elle inflige 4 blessures. 4 blessures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai pas la notion soak
dans une de mes cartes ou via des tokens, par exemple soak 1, 2, 3 ou 4 ou 5, et bien le soak me permet d'absorber des dégâts. Par exemple ici elle me fait 4 dégâts, et que moi j'ai un soak 4, je vais absorber directement ces dégâts et je me prends rien. Mais là, je n'ai pas la possibilité d'absorber les dégâts puisque je n'ai pas de compétence de soak, donc ça c'est l'absorption. Donc je me prends directement 4 dégâts, et de 20, je passe à 16. Une fois que nous avons pris des dégâts, il va falloir voir si on est stun. Si on est stun, on ne va pas pouvoir activer son personnage et notre paire attaque sera défaussée. Elle prendra cette place-ci, celle-ci viendra ici et celle-ci reviendra dans notre main. Pour justement ne pas être stun, il faut avoir des compétences de stun guard avec un chiffre à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la combination grasp de chaque tour m'a infligé 4. Il faut au moins que j'ai un stun guard de 4 ou plus pour pouvoir activer mon personnage. Donc là par exemple j'ai un stun guard de 5 ainsi qu'un stun guard de 4 puisque j'avais dépensé en fait avant et durant la phase de mise de token, j'avais dépensé 2 tokens Vengeful qui me donnent un stun guard plus 2 chacun. Donc j'en ai défaussé 2, ça me fait 4 et là j'ai un stun guard de 5. Donc là je vais pouvoir répliquer. Je ne suis pas stun parce que voilà, j'ai pu avoir un stun guard dépassant l'attaque de mon adversaire. Si je n'avais pas de stun guard dépassant l'attaque de mon adversaire, donc par exemple un 3, eh ben je n'aurais pas pu jouer en fait l'attaque de mon personnage, il ne serait pas activé, il serait en fait étourdi, ça représente un peu son état d'étourdissement. Donc là on nous dit, avant de l'activer, donc je vais l'activer puisque j'ai un stun guard de 9, avant d'activer, cette attaque a plus 2 pouvoirs, donc plus 2 de dégâts, si vous avez pris des dommages durant ce beat, donc durant ce duel, et vous infligez 2 pouvoirs supplémentaires si vous avez 5 Vengeful tokens dans votre pool. Donc là, c'est pas le cas. Par contre, je vais infliger 4 plus 1, et vu que je me suis pris des dégâts, je vais infliger plus 2. C'est la carte qui me dit ça. Donc finalement, ici, le Martial Strike d'Eligor, il va infliger 4 plus 1 plus 2, ça fait 7. Donc il va infliger 7 points de dégâts à chaque tour. Donc chaque tour prend son petit diagramme ici, hop hop hop, et il passe à 13 points de vie. Donc vous voyez que ça peut aller vraiment très vite si vous arrivez à bien cibler et à taper vite comme il faut le personnage. Ici le Malice Token, pour ceux qui se demanderont à quoi ça servira puisque j'en ai joué un, ça permet à ce personnage d'avoir une priorité de plus 1. Donc finalement, si vous avez 5 et que l'autre aussi avait 5, celui-ci vous donne un plus 1, donc vous jouez en fait en premier. Qu'est-ce qu'il arrive quand vous jouez une priorité et que vous êtes à égalité dans la priorité? Là on serait susceptible de se dire on ne sait pas tellement ce qu'on fout, peut-être que tout le monde attaque en même temps, etc. Non, tout le monde n'attaque pas en même temps, ça veut dire qu'il y a un clash, donc en fait on part du principe où les deux personnages se tapent en même temps, et là voilà il y a un gros clash qui se forme, et il faudra en fait rejouer une autre carte par-dessus celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reprend une autre carte, on joue par exemple un burst, on la recouvre, etc. Si par rapport à la deuxième carte qu'on vient de jouer, il y a aussi un nouveau clash, on recontinue, etc. Par contre, vous allez me dire, mais finalement, toutes les cartes qu'on va jouer lors d'un clash, on va tout défausser, on n'aura plus rien dans sa main à jouer à part une carte, et ça va être hyper prévisible. Eh bien non, parce que finalement, la carte du clash qui va pouvoir passer, elle va compter uniquement comme étant une attaque paire. C'est-à-dire que si c'est la dernière carte ici d'au-dessus, vous avez fait 2 clashs et c'est la troisième carte qui passe par rapport à votre adversaire aussi, et bien c'est uniquement la troisième carte que vous allez pouvoir jouer qui va revenir ici, et tout ce que vous avez joué en clash, donc les 2 cartes, admettons ici que vous avez joué que ça a fait clash, 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 vous les récupérez en fait dans votre main, donc vous inquiétez pas, vous allez pouvoir jouer par la suite, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc une fois qu'on a fini je le rappelle, l'effet de révélation, l'effet de start of beat, ensuite on active son personnage, on attaque, si on arrive à attaquer, on regarde si le personnage à côté n'est pas stun, s'il n'est pas stun, il se prend les blessures, s'il ne se prend pas les blessures, c'est qu'il a une capacité de soak, il peut absorber les blessures, et s'il n'est pas stun, eh bien il réplique lui aussi justement ses dégâts. Ensuite on regarde les end of beat, donc il y a des cartes qui vous disent start of beat, donc quand vous commencez le duel, et end of beat c'est quand vous finissez le duel. Vous faites ces effets de révélation et vous faites d'autres choses à côté. Il y a différents aussi mots-clés, vu que j'ai parlé du combat, je vais revenir là-dessus, il y a différents mots-clés qui vous parlent aussi du combat. C'est le mot-clé on hit, donc dès que vous touchez, et on damage, quand vous infligez des blessures. Par exemple, Ishii, chaque tour, elle a infligé tout à l'heure
4 blessures à Eligor, et elle a une capacité de on-hit. Donc on-hit, vous n'êtes pas obligé en fait d'infliger des blessures pour faire le on-hit. C'est-à-dire que si Eligor a une capacité de saut 4, il se prendra pas plus précisément puisque c'est un garçon les blessures. Par contre, vu qu'il y a un hit, il se fait quand même toucher, mais il absorbe tout, mais il se fait toucher. On va faire l'effet de on-hit. Ici, par exemple, l'opposant qui se fait toucher prend plus de pouvoir, donc il se tape encore de plus 2. Donc finalement, ça devient pas 16, mais il se prend 2 dégâts en plus, donc il est à 14. On damage, c'est quand vous infligez au moins un dommage, vous faites l'effet on damage. Ça peut être par exemple repousser le personnage de 2, donc là vous le repoussez de 1, etc. Et ça permet justement d'avoir beaucoup de versalité sur les combats. C'est-à-dire que si vous activez par exemple en premier et que lui a une portée de 1 et que vous le tapez et qu'on vous dit par exemple quand vous lui faites un dommage vous le poussez de 1, donc vous le poussez ici de 1, lui on va dire qu'il est pas stun, par contre pour pouvoir attaquer il pourra plus parce qu'il a un range de 1, et là finalement pour pouvoir attaquer Eligor c'est un range de 2. Donc il y a vraiment toute une partie stratégique à faire en amont. Regardez les cartes que les personnes ont joué à côté pour se dire ah bah tiens finalement il a joué ça, donc ce tour-ci je peux temporiser, etc. Il n'y a pas de souci, alors je vais jouer ça, etc. Quand vous allez avoir fini une attaque de paire, donc je rappelle, vous prenez la carte l'attaque paire que vous venez de jouer, vous la mettez sur l'emplacement 2, celle-ci qui est ici, vous la mettez sur l'emplacement 1 et vous récupérez la carte qui est préalablement ici dans votre main, et un nouveau tour commence. Lors d'une combinaison de cartes, il se peut que votre range s'augmente de deux manières différentes. C'est-à-dire que par exemple ici, si on joue un Martial Burst, on a un 0 et un 1, et le Burst nous donne un 2 et un 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement le 0-1 devient un 2-4, puisque le 2 reprend la place du 0, et que le 3 prend la place du 1. Donc on a un 2-4 en range. Si par exemple on a des cartes avec une nomenclature qui est symbolisée par un NA, ça veut dire que c'est Negation Action. On n'aura rien de plus supplémentaire, on ne pourra pas faire ces actions. Donc là par exemple on a juste une haute priorité, c'est un dash, on a juste à courir. Si l'on vient avoir 7 points de vie ou moins dans son diagramme et qu'on joue sa spéciale action qui est une carte rouge avec un strike, un drive ou un unique, donc qui est une carte rouge ici, on fait cette action-ci, on défausse cette carte, elle ne reviendra plus pour ce duel uniquement, ce ronde-ci, et on fait sa special action. Donc dans sa special action, on voit ici qu'on a toujours du range qui est de 3-6, un pouvoir et une priorité. La priorité, en cas d'égalité, il n'y a pas un clash, c'est la limite finish qui prône sur toutes les égalités. Donc on a généralement une priorité qui est assez haute, donc c'est elle qui prône et vous allez pouvoir en fait taper votre adversaire. Donc je le rappelle que la limite que vous avez choisie en début de votre tour dans la composition du plateau est recto verso, donc par rapport à ce que vous allez choisir, ça va dépendre vraiment de votre gameplay. On a ensuite, comme je vous l'ai dit, le cancel. Donc le cancel, plus en détail, quand on va jouer une paire attaque et que nous allons jouer un cancel dans une action spéciale, voilà, j'évite les reflets, pardon, ça veut dire que cette attaque de notre opposant sera directement dans la discard. C'est comme s'il avait joué, donc il va rejouer une autre attaque et vous canceller, entre guillemets, son attaque. Et le pulse, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc là, le diagramme ici du temps n'avance pas, donc là vous coupez le temps en fait avec le pulse, vous réorganisez comme vous voulez les décors ainsi que les tokens qui sont sur le plateau, donc tout ce qui est sur le plateau vous le réorganisez, et puis vous commencez une nouvelle attaque, à savoir que les tokens que vous avez engagés durant la phase d'engagement, dès que vous révélez un pulse, vous passez pas en fait à une autre phase d'engagement de tokens, donc c'est uniquement les tokens que vous avez engagés qui restent. Pour augmenter vos parties et la diversité de vos parties à BattleCon, vous avez la possibilité, donc c'est une variante, il y a un nombre incalculable de variantes, mais là je vous énonce vraiment à mon sens ce qui doit faire partie du jeu initial quand vous allez jouer, donc vous êtes dans l'obligation non, mais c'est quand même important de mettre un décor, donc là où vous allez avoir, c'est la scène, c'est un peu le stage où vous allez évoluer, où vous allez combattre votre ennemi, qui est en fait recto verso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un petit effet, et dès que vous allez faire cet effet, vous allez retourner
la carte, ça va vous donner un autre effet. Donc je trouve ça vraiment vraiment intéressant parce que voilà, là on commence avec un manoir, ensuite on a des fantômes qui arrivent, là on commence dans une hutte et puis on se tape tellement dans la hutte que finalement la hutte elle est cassée et on se retrouve dehors, donc c'est vachement sympa. Voilà, c'est vraiment vraiment diversifié, je vais pas vous faire toute la liste, il y a une dizaine je crois de stages. Donc là par exemple il y a des éclairs et finalement quand l'éclair tape sur plein d'arbres, tout en fait tombe et là il y a plein d'arbres partout, donc c'est vachement vachement bien foutu puisque votre scène en fait va changer, il y aura des troncs d'arbres partout, etc. Donc moi je trouve ça vraiment vraiment super sympa et judicieux et très tactique encore une fois de la part des développeurs qui ont mis des stages, des lieux en fait supplémentaires par rapport à où vous allez vous combattre. On peut jouer sans les lieux, il n'y a aucun problème là-dessus, ça joue très bien, mais moi vraiment vraiment vraiment, si vous achetez le jeu et si vous l'avez déjà et que vous attendez juste des explications en français, vous devez jouer avec les cartes d'action qui vont vous donner les Special Jackson, les limites, les cancels, les pulses, et surtout jouer avec les stages parce que ça va renforcer le côté stratégique du jeu. Donc voilà comment se joue BattleCon à uniquement 2 joueurs. Donc quand on est à 3-4 joueurs, ça change la donne, mais là vraiment je m'intéresse uniquement sur le mode 2 joueurs parce que à mon sens et à juste titre, ça reste le meilleur mode de combat et ça va hyper vite, donc on peut très bien faire un système de tournoi, chacun prend un personnage, chacun se tape à son tour et puis ensuite vous faites une grille de tournoi et le vainqueur gagne tout, etc. Donc ça joue très bien à 2 et je pense qu'il faut vraiment y jouer qu'à 2. Par contre, si vous aimez aussi les jeux solo comme moi, je les aime, vous avez aussi un livret de campagne qui peut se jouer en coop ou alors en single player. Ça veut dire quoi? Donc c'est vraiment comme un jeu vidéo, donc là vous allez avoir les pages de sauvegarde, les choses que vous allez avoir lootées, etc. Et si on tourne, hop, donc là, plusieurs héros, donc c'est en format 8 bits, moi j'aime beaucoup parce que ça rappelle un peu les manuels des cartouches console que vous allez pouvoir trouver. Et en fait, on a plusieurs quêtes, et dans les quêtes, on va avoir plusieurs petits bonhommes ici, donc vous reprenez le même terrain, et vous mettez les petits bonhommes ici qu'il faudra taper. Donc ça joue comme le jeu standard, sauf que là, quand vous allez en fait distribuer une carte à chaque monstre, ça va directement faire un effet de carte qui est ici. Donc par exemple ici c'est 1-1-0, 1-1-3, 1-4-6, et dès que vous tirez la carte, vous résolvez en fait directement l'effet. Donc vous prenez pas plus la tête que ça, donc ça reste des petits ennemis tout bidons, donc ça va être simple à battre, et ensuite vous allez avoir des embranchements. Donc par exemple ici, quand vous allez avoir fini par exemple cette salle ici de chuchotement, et vous choisissez soit d'aller sur le A, soit d'aller sur le B. Ensuite, vous retournez, vous voyez différents diagrammes qui correspondent à ce que vous avez choisi. Et ensuite, on a un petit boss, un mini-boss, qui correspond aux fins de stage. Donc moi je trouve ça vraiment sympa pour les nostalgiques des jeux 8 bits, style Double Dragon, des Zelda, etc. Je trouve ça très 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 sympa parce que il y a un background, il y a du fluff, et franchement il est pas anodin parce que ça c'est vraiment dans l'univers de War of Endiness. Donc pour ceux qui connaîtraient un peu le fluff, etc. Voilà, il y a plein de trucs qui changent, c'est vachement sympa, et à la fin, on a le super gros boss de la mort. Donc voilà, c'est ce qu'on trouve en fait dans tous les jeux 8 bits ou 16 bits ou 32, il y a toujours les petits boss à chaque fin de stage, et là à la fin il y a le grand boss qui arrive, voilà, il a toutes ces cartes là, il est hyper chaud à tuer, etc. Donc voilà, moi je trouve assez sympa d'avoir mis un mode solo, un mode coop dans un jeu comme ça de combat qui avait une préférence entre guillemets pour 2 joueurs. Donc on a des tokens pour les petits ennemis, vous pouvez les voir ici, voilà, les petits blobs et tout. On va avoir différentes cartes de héros. Et on va avoir aussi, alors ça, je vous le montre quand même parce que c'est vachement bien foutu, mais c'est pas dans la boîte de base, c'est la capacité de jouer avec des strikers. Pour ceux qui connaîtraient King of Fighters ou Marvel vs Capcom en jeu de combat, il y a un système de personnages qu'on appelle des strikers qui peuvent arriver et vous défendre durant un tour, ou alors vous redonner de la vie, de vous donner un boost, etc. Et ce programme de striker ici est généré via des petites cartes, donc des cartes qui ont, comme les cartes de paire attaque de vos personnages, une attaque déjà complète. Donc il y en a une cinquantaine, ma foi il y a beaucoup de diversité à l'intérieur, et vous pouvez faire du tag team aussi. Donc vous pouvez jouer, faire apparaître un autre mec, etc. C'est vachement sympa. Donc on peut jouer pour plusieurs effets, on peut jouer l'effet, là on voit mieux, l'effet vert ici qui est uniquement valable quand vous avez la phase de hunt des tokens, donc quand vous allez renchérir et défausser des tokens. On va avoir la face ici bleue
qui se joue quand vous allez mettre vos cartes paires, mais vous n'allez pas les révéler. Donc là, ça peut booster un peu vos attaques, ou alors vous désengager, avancer par exemple de 2 cases si vous voyez qu'avec votre attaque vous allez être vraiment juste, ou alors vous pouvez, voilà, ce qu'on appelle le strike ici, vous pouvez appeler ce personnage-ci qui est Karl Shorek pour taper et puis vous renforcer un peu votre capacité. À savoir que là, par exemple, elle vous soigne de 4 vies. Donc on a des soutiens, on a des strikers qui tapent et on a des strikers vraiment qui vous redonnent de la vie. Et je trouve ça assez sympa et vraiment ça permet de diversifier encore une fois le jeu. Si bien que le jeu déjà de base, moi j'ai fait à tout casser vraiment une 50aine de parties et je m'en suis pas lassé et j'ai fait 50 parties avec uniquement, tenez-vous bien, le niveau 1 et le niveau 2. Je n'ai pas encore touché au niveau 3, 4, 5 parce que les personnages sont hyper différents et ça demande du skill vraiment pour manier déjà un personnage. Parce que son deck est vraiment typé pour telle ou telle action, et quand vous allez avoir en fait un personnage en face qui va être comme par exemple chaque tour qui est hyper rapide et qui va avoir des priorités hyper hautes et qui va activer son personnage avant le vôtre, bah là finalement votre personnage, s'il est lourd, il faudra peut-être jouer avec d'abord encaisser et ne pas être stun pour derrière répliquer avec une force. Une forte force de frappe, pardon. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu-là. C'était, hop, je vous remontre. Battle Connection Fighting System Devastation of Endiness, c'est sorti en 2013 via Kickstarter. Maintenant vous trouvez ça dans toutes les bonnes boutiques. Moi j'en ai trouvé même sur Paris. Il y avait des gens qui avaient le deuxième reprint de War of Endiness, parce qu'il y a 2 boîtes, il y a Devastation of Endiness et War of Endiness qui était la première édition. Ils ont fait un reprint justement pour mettre à niveau les illustrations avec cette boîte en fait, parce que la première boîte était un peu folichonne sur les illustrations. Donc voilà, hyper bon jeu si vous aimez les jeux de combat, si vous aimez les jeux de cartes, si vous aimez les jeux dynamiques et les jeux surtout tactiques, il faut partir là-dessus parce que c'est un excellent jeu. Il y a beaucoup de variantes à l'intérieur, vous avez des personnages, vous pouvez les rendre EX, donc pour ceux qui connaîtraient les jeux de combat, EX c'est un personnage qui est encore plus fort, donc il a d'autres compétences particulières. Vous allez avoir plein de boosters, plein de boosters qui vont renforcer vos personnages, alors pas à l'achat mais dans la boîte de base. Vous allez avoir à l'achat des cartes qui vont vous permettre de changer le costume de vos personnages, mais qui vont changer aussi leur habilité. Vous allez avoir des cartes pareil dans le commerce qui vont rajouter de l'équipement. Vous allez avoir les cartes de striker, mais je crois qu'on les trouve plus, pour le coup voilà, vous allez avoir plein de choses à faire avec déjà uniquement la boîte de base. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un jeu qui suffit à lui-même. Vous n'avez pas besoin d'acheter War of Endiness, sauf si vous voulez rajouter en fait d'autres personnages. Je crois que dans une boîte il y a une 40aine de personnages, donc si vous avez 2 boîtes, vous mélangez et vous arrivez à 80 personnages. Là c'est de la folie, vous faites des trucs comme pas possible et tout, c'est vachement bien. Donc un gros pouce là-dessus, et vraiment achetez Devastation of Endiness si vous aimez les cartes de duel. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, merci, un grand merci. On va atteindre bientôt les 2000 si ça continue, parce qu'au fur et à mesure, je crois que c'est plus 5 ou plus 10 d'abonnés en plus. C'est vachement sympa, vous suivez de plus en plus la chaîne, et moi ça me permet de faire de plus en plus de vidéos, puisque ça me remotive à bloc. Petit aparté, c'est que j'arrive vraiment à terme de mes jeux, et du coup je sais pas comment je vais financer d'autres jeux, donc je ferai peut-être une campagne Tipeee, enfin une campagne entre guillemets, je ferai peut-être un Tipeee pour solliciter les gens qui aiment mon travail à me donner en fait de l'argent justement pour continuer à acheter d'autres jeux, à vous faire découvrir plein de trucs, parce que là mon budget se réduit considérablement à droite et à gauche, voilà, sachant que je pense que je mettrai des paliers allant de 1 à 5 euros maximum, parce que au-delà je pense que voilà, je me sentirais vraiment gêné d'accepter des dons qui vont au-delà. À savoir que même si vous donnez pas, il y aura toujours des vidéos sur la chaîne gratuites. Je n'aurai pas de contrepartie à part un grand merci à vous donner, puisque vous soutenez mon travail et vous voulez que je continue à faire des vidéos. Mais malheureusement, si j'ai plus de jeux en fait à montrer, j'aurai plus de vidéos à faire, et c'est un grand dommage pour moi parce que j'aime bien faire ça. Mais malheureusement, là j'arrive vraiment à terme, donc j'essaye de grappiller chez des potes, d'avoir des jeux etc en plus,
ça devient compliqué, ça devient compliqué, donc voilà, je vous tiendrai au courant quand je mettrai le Tipeee en place, et puis vraiment, si vous voulez me soutenir, donnez 1 euro, 2, n'importe quoi, vraiment à hauteur de vos moyens, c'est déjà énorme et c'est déjà super cool, et si on arrive à 50, aller à tout casser, 100 euros par mois, franchement, ça serait déjà énorme, et ça me permettra d'acheter 2 jeux dans le mois, vous présenter en tant que partie solo, et puis d'explications de règles, à savoir que moi, bah, si vous connaissez un peu la chaîne, je me focalise quand même à des jeux qui permettent d'être joués en solo, comme celui-ci. Donc voilà, ça permet de varier un peu. J'aime bien dénicher un peu les perles rares du web, de sortir un peu de ce qu'on voit dans le grand public. Donc voilà. Devastation of Emptiness, c'était une petite aparté sur le Tipeee que je vais faire je ne sais pas quand, mais je vous tiendrai au courant, donc voilà, je préfère tâter un peu et vous solliciter pour voir si c'est pas vraiment décalé et présomptueux de ma part de vous demander un peu de soutien, parce que là, ça reste... c'est assez difficile de mon côté d'avoir d'autres trucs. Voilà, je préfère pas emprunter parce que des gens m'ont dit bah je t'envoie le jeu, etc. Je préfère pas parce qu'on sait jamais avec la poste si le colis est bousillé, etc. Bah même si entre guillemets c'est pas tellement de ma faute, ça me ferait vraiment chier d'avoir une boîte bousillée et puis de la rendre à la personne et de me dire bah tiens c'est la faute de la poste. Donc voilà, ça je préfère éviter. Au pire, s'il y a des gens sur Paris qui veulent me dépanner et tout, bah c'est cool. Mais si c'est pour un envoi, bah, c'est vraiment généreux de votre part, mais finalement c'est pas la peine parce que bah, je serais prêt à vous rembourser même la boîte si elle est déchiquetée, donc ça c'est mort, je prends pas le parti de bousiller les boîtes des autres, sachant que moi j'y prends vraiment grand soin. N'hésitez pas en quelques mots à aller voir le cœur du forum de la loge, où je traîne souvent et où tous mes potes traînent, d'autres vidéastes français, etc., qui ont le mérite d'avoir des chaînes YouTube et d'expliquer plein de jeux dont moi je les explique pas parce que je ne les ai pas. Et, et n'hésitez pas aussi à voir le Facebook Wargammer YouTube France, et non pas Trans, pardon. Ça, je sais pas si ça existe, mais pour le coup, faut pas y aller pour le coup. Ça peut être dangereux pour l'esprit moral. Et, et du coup, je suis désolé, hein, je suis en train de rire comme un gougnafier. Et du coup, voilà, ça parle des hobbies de peinture, je sais plus ce que je dis, mais allez quand même voir Wargammer YouTube France, voilà, ça vous permet de voir plein de trucs sur les hobbies, notamment les peintures du TIFF, notamment d'autres personnes qui créent des décors, etc. Nous on se retrouve, alors pas pour une partie solo de là-dessus, si je trouve un compère ou si vous êtes chaud sur Paris, on se donne rendez-vous et on filmera une partie de BattleCon avec grand plaisir, et sinon je passerai pas sur le mode solo parce que voilà, c'est pas vraiment le cœur du jeu, le sel du jeu ça reste les combats à deux, faire les cancels et tout, voilà, j'essaierai vraiment de faire un truc là-dessus, et puis sinon, bah, nous on se retrouve pour une autre vidéo où je vais parler d'un jeu je ne sais pas, je vais faire les fonds de tiroir et je vais vous parler d'un autre jeu c'est sûr, j'ai encore de quoi tenir pendant peut-être un mois, donc allez portez-vous bien, ciao bisous.